La République démocratique du Congo, RDC, a récemment pris une décision majeure en interdisant toute exportation de cobalt pour une durée de 3 mois, une mesure qui pourrait entraîner des répercussions considérables sur l'économie mondiale. En tant que premier producteur de cobalt, la RDC détient une position stratégique sur le marché, et cette décision souligne la puissance souvent inexploitée du pays. Avec l'interdiction de l'exportation du cuivre qui pourrait suivre, l'impact sur les économies dépendantes de ces ressources serait dévastateur. Les sanctions imposées au Rwanda révèlent également un changement dans la dynamique régionale. Le Rwanda, bien que de petite taille, n'est pas en mesure de contrer les effets de cette décision. La RDC, fort de ses richesses naturelles, exige un nouveau rapport de force. Cette situation met en lumière la nécessité pour la RDC de prendre conscience de sa propre puissance et de l'utiliser à son avantage. Par là, oui, elle peut commencer à redéfinir les relations économiques et politiques dans la région. La réalité est que, malgré ses ressources abondantes, la RDC n'a pas encore pleinement exploité son potentiel. La dépendance économique des pays développés à l'égard des minerais congolais, notamment pour les technologies vertes et les batteries électriques, offre à la RDC un levier puissant. Le monde moderne est avide de cobalt pour soutenir sa transition énergétique, et en restreignant l'exportation, la RDC pourrait se positionner comme un acteur incontournable dans ce secteur. Cependant, cette puissance ne peut être réalisée que par une volonté politique forte et un changement de mentalité au sein des dirigeants. Les décennies de conflits avec le Rwanda ont engendré une méfiance et une passivité qui freinent le potentiel économique de la RDC. En prenant des mesures audacieuses et en utilisant ses ressources à bon escient, la RDC peut vraiment se faire entendre sur la scène mondiale. Dans ce contexte, le pouvoir de la RDC réside dans sa capacité à manœuvrer stratégiquement ses ressources naturelles. Cela nécessite une vision unifiée et une coopération avec les partenaires internationaux pragmatiques, mais aussi une prise de conscience intérieure pour réaliser ce qu'elle peut devenir. Cette interdiction n'est pas simplement une mesure économique. C'est un signal fort que la RDC pourrait, avec détermination, revendiquer son rôle de leader sur le plan économique et politique. Karim Khan, procureur de la Cour pénale internationale, CPI, a fait une entrée marquante en République démocratique du Congo, RDC, portant un message clair et déterminé. À son arrivée à Kinshasa, il a réaffirmé l'engagement de son bureau à enquêter sur les crimes odieux commis dans l'est de la RDC. Ce moment a été non seulement une déclaration de solidarité avec les Congolais, mais également un signal fort de la part d'une institution qui valorise toutes les vies humaines de manière égale, que ce soit celle des Congolais ou des Ukrainiens. Au cœur de cette mission, le procureur rencontrera divers acteurs clés, y compris des représentants du gouvernement, des membres de la MONUSCO, des victimes, ainsi que des partenaires de la société civile. Ces dialogues sont cruciaux, car ils visent à établir une base commune pour comprendre la portée des atrocités subies par les populations locales. Celles-ci, accablées par les violences perpétrées par des groupes armés, cherchent désespérément justice et reconnaissance. Le message du procureur est poignant, une véritable mise en garde à ceux qui choisissent l'ignorance face aux souffrances infligées. En ciblant spécifiquement les acteurs du M23, ce groupe armé qui se rend coupable de meurtre et de terrorisme, Karim Khan rappelle que la justice internationale suivra son cours sans relâche. Les atrocités qui ont marqué ce territoire ne seront plus ignorées et l'impunité ne sera plus tolérée. En effet, la CPI s'érige comme une sentinelle vigilante, prête à agir avec fermeté contre quiconque a choisi de bafouer les droits humains fondamentaux. Karim Khan insiste sur le fait qu'aucun bourreau ne pourra échapper à la justice. Le sang versé et les familles brisées en RDC ne resteront pas sans réponse. Cette promesse de justice est une lueur d'espoir dans un contexte souvent marqué par l'indifférence. L'heure de rendre des comptes approche et avec elle, un appel à la communauté internationale à soutenir cette démarche. Chaque voix, chaque geste compte pour montrer que la RDC mérite de se relever, de guérir et de vivre dans la dignité. S'unir contre l'injustice n'est pas seulement un devoir, mais une nécessité pour ne plus permettre aux crimes de se reproduire. Les Congolais, forts de leur résilience, peuvent espérer un lendemain meilleur, où leur vécu sera enfin reconnu et traité avec la gravité qu'il mérite. La coalition Lamuka, dirigée par Martin Fayulu, voit un opportun moment lors de la visite du procureur de la CPI. Profitant de cette présence, elle formule une requête pressante, espérant attirer l'attention internationale sur les soi-disant injustices subies.
Les membres de la coalition exposent des cas de violation des droits humains, incitant à une action déterminée. La récente déclaration de la coalition Lamuka, dirigée par Martin Fayulu, à l'attention du procureur de la Cour pénale internationale CPI, soulève de sérieuses questions sur la sincérité des politiciens congolais. En appelant à classer les partisans du parti au pouvoir comme des groupes terroristes, ils détournent l'attention des véritables menaces qui pèsent sur la RDC. Leur silence face aux dangers bien réels que représentent le M23 et l'occupation rwandaise est troublant. Une fois de plus, il semble que l'intérêt du pays passe au second plan derrière des ambitions purement personnelles. Il est inquiétant de constater que ces opposants évitent systématiquement de dénoncer l'occupation rwandaise, pourtant l'une des plus graves atteintes à la souveraineté nationale. Le M23, soutenu par des forces étrangères, a semé la terreur et causé d'innombrables souffrances aux Congolais. Et pourtant, au lieu d'unir leurs forces pour combattre cet ennemi commun, les membres de l'Amuka ne préfèrent s'attaquer à leurs compatriotes, qui, eux, n'ont jamais pris les armes. Cette posture opportuniste traduit davantage une volonté de manipulation qu'un véritable engagement pour la justice et la défense du peuple. Plutôt que de rassembler les Congolais face aux véritables dangers, ces politiciens entretiennent les divisions en pointant du doigt les forces du progrès et la brigade spéciale de l'UDPS. Cette stratégie irresponsable alimente un climat de méfiance et fragilise encore davantage le paysage politique du pays. Elle trahit un manque de vision et de sens des responsabilités. Les dirigeants congolais doivent adopter une approche cohérente et honnête face aux crises qui secouent la nation. En privilégiant des rivalités internes au détriment des véritables enjeux, ils abandonnent leur mission première, défendre et protéger le peuple congolais. Une telle dynamique ne fait qu'accroître la défiance et le désespoir au sein de la population. Ce comportement reflète un opportunisme déplorable où la lutte contre l'injustice et l'oppression est reléguée au second plan au profit d'une quête aveugle du pouvoir. En multipliant les accusations contre leurs adversaires, ces politiciens tentent de masquer leur inaction face aux véritables menaces. Mais le peuple congolais ne doit plus tolérer ce spectacle. La RDC mérite un leadership responsable qui place l'intérêt général au cœur de ses actions. Il est temps que les politiciens dépassent ces querelles stériles et unissent leurs efforts pour affronter les véritables défis du pays. La priorité doit être la sécurité et le développement, et non une lutte de pouvoir à courte vue. Dans ce contexte, la société civile et le peuple congolais doivent ouvrir les yeux sur ces manœuvres et exiger de leurs dirigeants un engagement sincère pour le bien commun. La véritable unité et le progrès ne viendront que d'une coopération authentique et d'un leadership éclairé. À Kinshasa, une rumeur persistante s'est répandue à grande vitesse. Les swahiliphones seraient traqués et stigmatisés. Tout est parti d'une vidéo montée de toutes pièces, où un homme prétend être victime de discrimination linguistique. C'est que Swahili est la langue nationale, tout le bango souté. Nicolas le baswahili, au bêta niveau tibo tchanga longinanga, tala boye penza. Na omona bien été, na omona bino bien été. Ngai. Et ça bien été. O isa Congo. Isa Congo. Ils nyos to le baswahili, au bêta ngana tela boye penza. Merci beaucoup. Merci. Faut continuer ça la biso baswahili boy. Merci. Biso to sala ete bino boy baswahili te. To pekisa bino. Mutolo biso ila no solanga chom ba betinga talanga ningi na komi. Merci. Bo betanga kakabo. Ce faux témoignage a semé l'inquiétude au sein de la communauté, alimentant la peur d'une persécution ciblée. Face à cette situation, les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, ont rapidement réagi. Sans prendre le temps de vérifier l'authenticité des faits, ils ont dénoncé une prétendue chasse aux sorcières contre les swahiliphones, s'inquiétant d'une montée de la violence liée à la langue. Leur prise de position a eu l'effet d'une étincelle, amplifiant les tensions au sein de la population. Ce qui est préoccupant, c'est que certains membres du clergé catholique semblent utiliser ce genre de situation pour fragiliser le régime en place. Plutôt que d'apaiser les esprits, ils soufflent parfois sur les braises, attisant des conflits qui pourraient être réglés pacifiquement. Pourtant, la réalité de Kinshasa est bien différente de ce tableau alarmiste. La ville est un carrefour de cultures où diverses langues et ethnies coexistent. Il n'y a pas lieu de céder à la peur ou à l'intolérance.
Plus que jamais, il est essentiel que la population et ses leaders, qu'ils soient politiques ou religieux, privilégient l'unité plutôt que la division. La violence nourrie par des préjugés linguistiques n'a pas sa place dans une société qui aspire à la paix et à la cohésion. Il est du devoir des autorités et des figures influentes de déconstruire ces rumeurs nocives et de promouvoir un message de fraternité. La diversité linguistique de Kinshasa doit être perçue comme une richesse et non comme un facteur de discorde. En fin de compte, il est crucial de se rappeler qu'une rumeur, aussi virale soit-elle, ne repose pas toujours sur la vérité. La désinformation et le manque de vérification des faits ne font qu'entretenir la confusion et l'inquiétude. L'heure est à l'éducation, à la compréhension mutuelle et à l'unité, pour que Kinshasa demeure une ville où chacun, quelle que soit sa langue ou son origine, se sente chez lui en toute sécurité. Dans un discours marquant prononcé à Genève, la première ministre Judith Suminwa a fermement dénoncé les rumeurs de stigmatisation des swahiliphones en République démocratique du Congo. Lelo baloba na bino que kozala muswahili komi problème na RDC likamwa obimeli wapi. Ebimeli wapi. Baswahili bazali baza ebele bazo vivre normalement même na Kinshasa. Sikoyo eloko nde toboyi eza batu oyo bazo manipuler population pour justement aller faire ces exactions là. Et c'est pour ça qu'il faut être très attentif et très prudent. Même vous qui êtes à l'extérieur, en fonction de comportement na bino, batu mususu ba pour récupérer, baloba botali, bomoni, basala ki boy. Wana eza ceux qui baka ezali, eza baka isolé. Et comme mon konziombo kalobi yemoko alobaki yango, baka wana il faut to landelango, to sanctionner. Parce que mutu o aza congolais, on ne peut pas lui refuser le fait d'être congolais. Et nous n'avons pas de problème avec les Baswahili, avec les Bangala, avec les Bakongo, avec les Baluba. Nous sommes tous des Congolais. Et nous n'avons pas besoin d'être divisés. Au contraire, na moment où nous avons besoin d'être unis. Je ne sais pas bino a boza a en Suisse, est-ce que poko mana na moninga otambola na yo zotu na yo zanani ilikamomo ebimeli wapi e bandeli ndenge nini tozala na biso to fandaka tozala na problème wana te pourquoi lelo comme la biso problème et comme un problème te nous sommes au-dessus de ça, nous travaillons dans l'unité, nous vivons dans l'unité et c'est ce que nous voulons prôner, cette cohésion de la RDC, tous unis ensemble contre l'agresseur. Nos problèmes à nous, nous en avons et nous devons les régler, nous ne devons pas l'occulter et nous devons travailler pour ça, il n'y a pas de problème. Mais nous ne pouvons pas accepter que Munguna Moka et Wutilibanda à côté la biso à Luka, Ce dimanche 23 février 2025, elle a qualifié ces allégations de pures inventions, affirmant qu'elles ne visaient qu'à semer la division parmi les Congolais. Face à un auditoire attentif, elle a rappelé l'importance de l'unité nationale en ces temps incertains. Suminwa a mis en garde contre la désinformation croissante, qu'elle a attribuée à des forces extérieures cherchant à fragiliser la cohésion du pays. Selon elle, la RDC est confrontée à des menaces de puissance qui exploitent l'instabilité pour servir leurs propres intérêts. Dans cette stratégie, la prétendue stigmatisation des swahiliphones n'est qu'un outil parmi d'autres pour diviser la nation. Elle a qualifié cette manipulation de poison rwandais, insistant sur la nécessité d'en prendre conscience et d'y résister. Ces propos ont résonné dans l'Assemblée, renforçant la prise de conscience collective sur ces tentatives de déstabilisation. Elle a également évoqué l'histoire du Congo, rappelant comment, à travers les épreuves, le peuple a su s'unir face à l'adversité. Quelle que soit leur langue ou origine, les Congolais ont toujours défendu ensemble leur souveraineté. Elle a exhorté chacun à dépasser les clivages artificiels, soulignant que chaque citoyen, swahiliphone ou non, a un rôle essentiel à jouer dans la construction d'un avenir stable et prospère pour la nation. En conclusion, la première ministre a appelé la diaspora congolaise à rester vigilante face aux fausses informations et à s'engager pour un message de paix, d'unité et de solidarité. Pour elle, la force du Congo réside dans sa diversité, et il est impératif de la valoriser plutôt que de se laisser diviser.
Son appel a été accueilli avec enthousiasme, inspirant de nombreux Congolais de l'étranger à s'investir activement dans la défense de leur patrie, en dépassant les préjugés et les discordes. Elle a pris position contre la désinformation et a invité chaque Congolais, où qu'il se trouve, à contribuer à bâtir un pays où règne l'harmonie et la coopération. À travers ce discours, Judith Suminwa a envoyé un message fort. Face aux tentatives de manipulation, le Congo doit rester uni. Désormais, il appartient à tous de répondre à cet appel, en unissant leurs forces pour relever les défis et construire un avenir meilleur pour la République. Face à la rébellion des terroristes du M23, soutenue par l'armée rwandaise, Joseph Kabila, ancien président congolais, s'exprime enfin. L'ancien président congolais, Joseph Kabila, a mis en garde l'Afrique du Sud contre son engagement militaire en République démocratique du Congo et appelé à une prise en compte des causes profondes du conflit, dans une tribune publiée ce dimanche par The Sunday Times, l'un des principaux journaux sud-africains. Joseph Kabila s'interroge sur l'implication de l'Afrique du Sud dans l'est de la RDC, où Pretoria déploie des troupes sous mandat de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Le monde observe pour voir si l'Afrique du Sud, connue pour son humanisme et ses valeurs, continuera à envoyer des troupes pour soutenir un régime tyrannique et combattre les aspirations du peuple congolais, écrit-il. Selon l'ancien président congolais, la SADC se trompe en privilégiant une approche strictement militaire face à une crise dont les racines sont politiques, sociales et institutionnelles. La persistance de la mauvaise gouvernance en RDC conduira inévitablement à de nouvelles vagues de troubles politiques, d'insécurité et de conflits armés, avertit-il. Kabila souligne que la RDC est au bord de l'implosion et que l'intervention militaire régionale risque d'aggraver la situation plutôt que de la stabiliser. Compte tenu de l'histoire de ses États membres, la SADC devrait savoir mieux. Les revendications du peuple congolais contre son gouvernement doivent être prises en compte, affirme-t-il. L'ancien président rejette l'idée selon laquelle le conflit actuel serait uniquement le résultat d'un affrontement entre la RDC et le Rwanda ou des actions du M23. Il évoque une crise multidimensionnelle qui ne pourra pas être résolue uniquement par des négociations avec Kigali. Selon lui, l'origine du chaos actuel réside dans la remise en cause du pacte républicain issu du dialogue intercongolais de Sun City, qui avait permis la réunification du pays et la première alternance politique pacifique en 2019. Depuis, la situation en RDC s'est détériorée, notamment avec les violations répétées de la Constitution et les élections truquées de décembre 2023, dénonce-t-il. Joseph Kabila accuse également Félix Tshisekedi d'avoir instauré un régime marqué par la répression de l'opposition, la censure des médias et l'exil forcé de nombreux opposants politiques, journalistes et leaders religieux. Toute tentative de résolution du conflit qui ignore ces réalités ne pourra pas aboutir à une paix durable, insiste-t-il. Plutôt que de se limiter à un soutien militaire au gouvernement congolais, l'Afrique du Sud et la SADC devraient, selon Kabila, aider la RDC à progresser vers la démocratie, la paix et la stabilité. Il appelle à une solution globale qui prendrait en compte la gouvernance et les droits politiques, et non uniquement les dynamiques militaires et diplomatiques du conflit. Cette tribune intervient alors que la rébellion du M23 poursuit son avancée dans l'est de la RDC et que Kinshasa réclame des sanctions renforcées contre Kigali. De son côté, la SADC réaffirme son engagement militaire dans la région, tandis que l'Afrique du Sud défend la nécessité d'une approche coordonnée avec d'autres partenaires africains et internationaux. Le déclin de Joseph Kabila. Autrefois perçu comme un leader sage, calme et posé, Joseph Kabila vient de briser cette image en révélant sa véritable nature. Son soutien troublant au M23, un groupe armé qui terrorise les Congolais, a provoqué un séisme politique. Celui qui était censé protéger son peuple se retrouve désormais associé à une organisation considérée comme une menace directe pour la nation. Cette révélation a ébranlé l'opinion publique, accélérant l'effondrement de son honneur et de sa réputation en tant que leader. La réaction des Congolais ne s'est pas fait attendre. Les réseaux sociaux se sont enflammés, les internautes exprimant massivement leur indignation face à cette trahison. Ce sentiment collectif a transcendé les clivages, confirmant ce que beaucoup soupçonnèrent déjà. Joseph Kabila n'a jamais été un homme digne de confiance. Son bilan, marqué par des violences, des allégations de corruption et une inaction coupable, est aujourd'hui réexaminé à la lumière de son soutien aux terroristes du M23. Une onde de choc traverse tout le pays.
L'analyste politique congolais Fumu Toto a mis en lumière les liens profonds entre Kabila et le président rwandais Paul Kagame, renforçant les soupçons d'une collusion destructrice. M23 na FCZ loko moko za ba Congolais. Soki kasi Kagame mutu atindaka bango te ndenge nini na Rwanda bakende kokutana ministre ya affaires étrangères ya Rwanda na moyangeli ya affaires étrangères ya Congo ba signer cessez-le-feu. Accord de cessez-le-feu. Signer accord de cessez-le-feu. Le Rwanda a quel statut dans cette guerre là? To benga ye représentant ya nanga, représentant M23 ou bien koko ya na bango to Kabila azalaki awa abundisa Kagame. Kagame abanda kobundisa ye. Babundisa nante. Kabila neko lingate batu bayeba ke Kagame nazo buma ba Congolais. Oh. Kabila no ni maneke ba rebelle nde bazana este bangone bazo buma ba Congolais. Esangai accord de cessez-le-feu Kabila signana Kagame peut-être na bosana. Na Kagame to na ba M23 et les autres. Mais on dit yo mozo pesanga reso ça le savoir. Politique ya Kagame avati sekeda na pouvoir za kinini. Akobanda kotinda batu na ye na Congo mais soki boyokani na allez wana signé na bino comme Congolais bosali bango intégration na ba institution bosala bango brassage mixage na intégration na ba fonction désarmement démobilisation réinsertion bosali ba wana ba kei a créer ya sika baye be bazaka kombo moko AFDEL CNDP M23 AFC biloko na ye ada expert na kosala biloko wana nous sera Kagame siko Joseph Kabila bana couvrir ye après bana teke yenda za agresseur. Ah non mais c'est grave makam. Mais alors c'est aussi grave si vous me dites que Joseph Kabila ne savait pas que le CNDP Nkunda est arrivé au Congo comme qui? Comme rebelle, non? Oui. Nkunda. Et il a été poursuivi dans ces pays comme qui? Comme Rwandais. Donc, Kabila était au courant de ma communauté. L'une de deux choses ou les deux à la fois. Kabila n'avait pas l'information, c'est grave par rapport au moyen d'État qu'il avait. Ah bon? Mais okay. Kabila voit Nkunda comme rebelle, négocier avec lui. Les mêmes Kabila ont le pouvoir, ils voient Nkunda jugé, poursuivi dans ces pays comme un Rwandais. Parce qu'on a gagné la même chose. Le président de Kagame est criminel de son état. Et Kabila là derrière AFC. Ou après si Kagame est sous la Cambote, qu'ils aient soit agression comme Kabila est artisan de la paix. Ceux qui le mboka ils ont unifié, ils ont promis à Kabila grâce à Kabila. Ceux qui Kabila a quitté pouvoir, a tiki 2 345 000 km². Na maboka Tshisekedi mboka momezaki intact kwa kuki jamais pour déstabiliser mboka oya sangisa. Kabila tiki mboka na kimia mais à longue M23 mais via un accord de paix le 23 mars na Goma avec M23. Ozomona Tshisekedi azoboya ko signer na bato Kagame azotinda. Kabila zo yamba na mutema moko les employés de Kagame pas zoko sabangona ba institution. Na bitu sozo congolais soko changa. Soki bato balobi ke soko Kabila amonani derrière AFC elinko ba président Tshisekedi alongoli bongo Kagame comme agresseur. Ngana lobi eza lokuta parce que AFC M23 esa le mana mutunyo soza la Congolais tata na bango ya molimo ezande Kagame pe tata na bango ya makoki ezande Kagame. Eza na contradiction. Selon lui, Kabila a toujours tissé des alliances en coulisses pour protéger ceux qui sèment la terreur en RDC, contribuant ainsi aux souffrances de son propre peuple. Derrière la façade de son régime, il aurait servi des intérêts étrangers, personnels plutôt que ceux des Congolais. Ce lien avec Kagame illustre toute la complexité des relations entre certains dirigeants africains et les enjeux de souveraineté et de droits humains. Les répercussions de cette affaire sont considérables, aussi bien sur le plan national qu'international. En plus d'avoir perdu le peu de respect qui lui restait, Joseph Kabila affaiblit encore la position de la RDC sur la scène mondiale. Les observateurs étrangers suivent de près cette situation, tandis qu'en RDC, la colère populaire se transforme en une exigence de justice et de changement. La peur des abus et des manipulations d'un ancien leader est bien réelle, mais elle est contrebalancée par un regain de conscience nationale et une volonté farouche de ne plus tolérer l'impunité. On comprend maintenant pourquoi, récemment en Allemagne, le président Félix Tshisekedi l'avait publiquement dénoncé. Aujourd'hui que la vérité éclate au grand jour, le peuple congolais attend des actions fortes de la part de ses dirigeants. Il est temps que justice soit faite et que la RDC tourne définitivement la page d'un passé marqué par la trahison et la compromission. Le récent soutien de Joseph Kabila aux terroristes du M23 a suscité une indignation sans précédent en République démocratique du Congo. Dans un article largement relayé, l'ancien président honoraire a été perçu comme minimisant l'agression rwandaise contre son propre pays. Une déclaration jugée inacceptable par la population,
qui a immédiatement réagi avec colère et détermination. Sur les réseaux sociaux, la riposte ne s'est pas fait attendre. Les Congolais, unis dans leur indignation, ont massivement dénoncé les propos de Kabila, transformant son compte Twitter en un champ de bataille numérique. En l'espace de quelques heures, est devenu viral, illustrant la volonté populaire de défendre l'intégrité territoriale et de rejeter toute apologie du terrorisme. Face à cette pression intense, Twitter a pris une décision radicale, la suspension du compte de Joseph Kabila 48 heures après son ouverture. Un geste fort, accueilli comme une victoire par les internautes congolais, qui y ont vu un soutien international à leur combat contre les forces déstabilisatrices. Pour beaucoup, ce blocage symbolise la fin de l'impunité numérique pour ceux qui, par leurs déclarations, sapent la souveraineté nationale. Cette affaire marque un tournant dans la dynamique politique du pays. De nombreuses figures de la société civile et acteurs politiques ont pris position, dénonçant avec fermeté l'attitude de Kabila et appelant à une véritable prise de conscience sur la sécurité nationale. Ce sursaut patriotique démontre que le peuple congolais ne tolérera plus les compromissions ni les discours ambigus face aux menaces qui pèsent sur la RDC. Dans ce contexte de mobilisation, la jeunesse congolaise joue un rôle clé. À travers des manifestations pacifiques, de jeunes militants expriment leur soutien aux forces armées de la RDC, FARDC, engagées dans la lutte contre les groupes armés dans l'est du pays. Leur message est clair, la protection de la patrie est une priorité et aucun dirigeant ne devrait saper cet effort national. Cette tempête médiatique confirme une réalité incontournable. Les Congolais ne se laisseront plus manipuler. Déterminés à défendre leur nation, ils refusent de céder à l'apathie et exigent des comptes à ceux qui compromettent la stabilité du pays. Cette mobilisation, bien au-delà d'un simple mouvement en ligne, est le signe d'un peuple en quête de justice, de vérité et de renouveau. Merci de m'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner et de partager.